évoqué, le titre c'est guérir l'enfant intérieur. Est-ce qu'on peut guérir l'enfant intérieur? Franchement, le guérir complètement, je ne sais pas. Mais en tout cas, on peut lui apporter des soins pour qu'il soit de plus en plus tranquille, tranquillisé, rassuré, sécurisé. Quand on vient au monde, on est une boule d'amour et on a un cerveau vide. Alors, avec des guillemets, effectivement, pour les personnes qui croient qu'on a plusieurs vies, on n'a pas un cerveau vide, on a un cerveau lavé, lessivé, vidé, on pourrait dire. Et que les enfants ne viennent pas, selon les croyances, ils ne tombent pas de la dernière pluie. Je crois qu'il y a beaucoup de gens parmi vous qui envisagent l'idée des plusieurs vies, de la réincarnation. J'en fais partie, même si je ne suis pas un adepte fervent, parce que j'ai tellement cette idée qu'il y a tellement de choses qui nous échappent que, assurément, probablement notre âme n'a pas juste 80 ans à vivre dans l'espace de l'univers, mais ça n'a peut-être pas forcément la forme qu'on peut donner à ces réincarnations selon les coutumes et les traditions. Donc chacun est libre là-dessus. Mais c'est vrai que quand l'enfant arrive, quoi qu'il en soit, il a un cerveau qui est lavé. Bonjour. Et donc cet enfant, il est dans une inconscience de l'espace qui l'entoure. Il a l'impression d'être l'espace qui l'entoure. Il a cette perception, je suis tout ce qui est. Et c'est dans ce sens-là qu'on peut dire l'enfant, représente le je suis. Il n'est pas seulement lui, il est l'air qu'il respire, il est la lumière qu'il perçoit. Toutes ces perceptions, c'est lui, pour lui. Il ne sait pas que sa maman, c'est sa maman. Il ne sait pas que quand sa maman le nourrit, il ne sait pas qu'il est nourri par le sein de sa mère. Il n'a pas conscience de ça. Il est juste dans l'instant, il est dans le présent, instant après instant, et il est ce qu'il perçoit et ce qu'il ressent. Donc, il est, on pourrait dire, pure énergie, pure conscience, pur pouvoir aussi, hein, puisqu'en fait, avec cette perception, cette sensation qu'il est tout ce qui l'entoure et tout ce qu'il vit, eh bien forcément ça lui donne cette sensation de pouvoir, de tout pouvoir. J'ai déjà parlé de ça un peu dans d'autres cafés hypnose, cette histoire de l'omnipotence de l'enfant, qui va durer un certain temps jusqu'à ce que le monde le rappelle à l'ordre. Et donc c'est là que ça va effectivement se gâter, si l'on peut dire, au sens où il va peu à peu être amené à se soumettre au monde des adultes. Mais dans un premier temps, l'enfant est complètement pur dans son intention. Lui, ce qu'il veut, c'est aimer, bien faire. C'est tout ce qui l'intéresse, c'est tout ce qu'il connaît en fait. Comme il n'a pas de référence, ou encore une fois celles qu'il avait ont été nettoyées, il n'a pas de référence à des actes négatifs ou à des mauvaises intentions ou à des blessures. Même s'il porte les blessures peut-être de ses ancêtres ou d'autres vies précédentes, il n'en a pas encore conscience. Donc dans ce tout petit âge, il est dans un pur élan d'amour et de désir de bien faire. Rapidement, il va être un peu rattrapé par l'environnement qui l'accueille. Un enfant va donc être naturellement spontané et naturellement confiant. Parce qu'il n'y a pas de méfiance, il ne sait pas encore, ou il n'a pas redécouvert encore, qu'il peut lui arriver des bricoles. Hein. Donc il est très confiant, tout va bien pour lui.
En plus de ça, il a un sacré pouvoir parce qu'il suffit qu'il pleure un peu pour que les gens se précipitent vers lui pour voir comment il va. Donc il y a vraiment une sensation de plénitude, de sécurité, de confiance. Évidemment, sauf cas malheureux et extrêmes qui arrivent dans des situations où l'enfant n'a pas l'environnement protecteur attendu. L'enfant est donc confiant et c'est ça qui va l'amener à apprendre de plus en plus de choses et très facilement il va apprendre vraiment les choses les plus simples, manger, faire ses besoins, pleurer, dormir, etc. Ça il apprend très vite évidemment. Et puis après, peu à peu, dès qu'il va commencer à pouvoir se mouvoir, eh bien, il va partir à la conquête du monde et ceux qui ont eu des enfants savent bien que les enfants adorent tirer les nappes pour faire tomber ce qu'il y a sur la table, etc. Donc c'est vraiment une conquête du monde et il va donc partir à la découverte. Il va apprendre à marcher aussi, puis plus tard à parler, mais surtout à marcher. Quand il est à l'âge de marcher, on ne lui demande pas encore grand-chose. On ne lui crie pas encore dessus pour savoir ce qu'il doit faire normalement. Et donc, marcher est une expérience très intéressante qu'on utilise souvent en hypnose. La métaphore de l'apprentissage de la marche, c'est un apprentissage qu'on a tous fait, et que même si on l'a oublié, il est profondément ancré dans l'inconscient. Et c'est un apprentissage qui a été fait selon le mode d'apprentissage de l'enfant, c'est-à-dire en mode sans échec. Quand l'enfant apprend à marcher, il n'a pas la notion de l'échec. Il va se lever, tomber et se relever des centaines de fois, des milliers de fois, jusqu'à trouver l'équilibre. Un adulte, quand il essaie quelque chose de nouveau, généralement il essaye 3 fois. Si la 4e fois il n'arrive pas, il décrète qu'il est nul et il ne réessaye pas. Et donc cette confiance de l'enfant par rapport à ce qu'il environne et à ce qu'il s'apprête à aller découvrir, elle est super importante. Super importante. Elle va avec ce qu'on va voir juste après, c'est comment cette confiance va être sabotée, brimée, défaite, et la douleur va être d'autant plus importante que la confiance était grande, et elle était totale, en réalité. Donc il y a une grande différence, un grand contraste entre la confiance instinctive, spontanée de l'enfant, au début de la vie, et puis ce qui va être amené à vivre après, ce que l'environnement va l'amener à découvrir. C'est vers quel âge? Alors, environ. Alors, moi j'ai pas eu d'enfant, donc je ne sais pas à quel âge on marche par exemple, hein, je ne me souviens pas de ça. Mais par contre, ce que je peux dire, c'est que on va voir juste après les blessures qui vont se mettre en place en fonction des expériences, et toutes les blessures vont avoir lieu entre 0 et 6 ans. Alors, il y a des blessures plus profondes, hein, que sont le rejet et l'abandon. Ce sont les 2 premières blessures qui vont avoir lieu entre 0 et 4. Et à quoi ça est lié exactement? À quoi ça c'est lié? Oui. Ouais. Alors, ces blessures, on les a tous. Il y a 5 blessures profondes, qu'on appelle les blessures de l'être, qui ont été largement et profondément étudiées par Lise Bourbeau. Donc, il y a ces 5 blessures. Le rejet, l'abandon, ça c'est les premières qui apparaissent au tout début de la vie. Ensuite, il y a trahison, injustice. Puis entre deux, je ne veux pas me rajouter un doigt, mais entre deux, quelque part par là, certains d'entre nous vivent la blessure d'humiliation. Mais pas tous. Ce qu'on peut dire, c'est que toutes les personnes ont les 4, et certains ont une 5e, la blessure d'humiliation. Ça va dépendre de l'environnement, de la vie. Alors comment ça arrive, ces blessures? Bon, on peut bien comprendre, la blessure de rejet, elle est vécue très tôt, parce qu'il n'y a pas besoin de comprendre le monde pour se sentir rejeté. Il suffit que
Bah, déjà la naissance, c'est une forme de rejet. Hein. On se trouve tout d'un coup expulsé du ventre de la mère, et puis on peut le vivre comme un rejet, parce que c'est une sensation, c'est pas un concept mental, le rejet. Hein. Mais ce rejet, il va être vécu, revécu et encore vécu à plein d'autres occasions quand l'enfant va être abandonné, déposé sur une table, ou simplement repoussé, ou qu'il veut quelque chose, puis qu'on lui dit non, ou qu'on le prend par le bras pour lui faire quelque chose, etc. Donc il y a, si on veut, c'est sa personnalité qui va se sentir rejetée. Rejet, abandon, ça c'est très très profond. Et abandon, comment ça forme à peu près Abandon, ça peut être vraiment... Alors, c'est pas forcément quelque chose d'effectif. Certes, si une personne est abandonnée par ses parents et mise à l'assistance publique, par exemple, ça c'est un vrai abandon. Effectif, on peut le comprendre, d'accord? Mais l'enfant peut se sentir abandonné, alors qu'il ne l'est pas. Quelqu'un qui part au travail pour quelques heures. Par exemple, la maman part au travail, la maman laisse son bébé, pose son bébé, maintenant ça suffit, il faut dormir, elle le met dans son berceau, et puis elle s'en va. Et à part ça, elle a raison de faire ça, parce que l'enfant, il doit apprendre le monde. Mais l'enfant peut se sentir abandonné, peut se sentir rejeté, peut se sentir abandonné. Ça vient avec les perceptions? Oui, c'est la sensation d'être rejeté ou abandonné. Ce n'est pas encore un concept. Ça se passe entre 0 et 4 ans. Hein. Souvent très vite, hein, ces sensations. Puis après, elles se répètent. Un peu plus loin, à peine plus loin, entre 3 et 6 ans environ, là, il y a les deux autres blessures qui arrivent. Injustice et trahison. Il faut déjà un petit peu avoir une compréhension du monde un petit peu plus fine, un peu plus réelle, pour sentir l'injustice. Par exemple, l'enfant va être mis de côté au profit de son frère, ou son frère aura plus que lui, ou il a plus d'attention, etc. Ou bien on va lui dire non, on va commencer à lui dire non, à ne pas faire tous ses caprices. Donc il peut y avoir de l'injustice ici. La trahison, c'est encore un peu plus élaboré, parce que pour se sentir trahi, il faut avoir une notion de la fidélité, une notion du don. Il faut avoir la notion que ma maman doit s'occuper de moi, pour pouvoir sentir qu'elle me trahit, ou que mon frère doit m'être fidèle. Sinon, je ne peux pas me sentir trahi. C'est pour ça que ça vient un petit peu plus tard. Hein. Et la notion d'humiliation, ben là, elle arrive aussi dans cette période-là, quand elle arrive, avec le développement de la compréhension du monde dans lequel l'enfant évolue. Et donc, entre 0 et 6 ans, beaucoup de choses vont se jouer. Certains psychologues disent, il y a d'ailleurs même un livre qui s'appelle « Tout se joue avant 6 ans », ou je ne sais plus quoi, un truc comme ça. Il y a beaucoup de psychologues qui ont étudié cette question, et la raison c'est ça, c'est qu'on va avoir les blessures de l'être qui vont se mettre en place, et l'enfant qui va commencer à comprendre qu'il est une personne et que le monde n'est pas lui. Dès le moment que je sais que le monde n'est pas moi, j'ai conscience que je suis, et si je suis, je commence à avoir des attentes. Donc on va rentrer dans un cadre d'identité avec les attentes, les besoins, les fameux besoins de l'identité dont j'ai plusieurs fois parlé, le besoin de contrôle, le besoin de sécurité, le besoin d'approbation, que les autres soient d'accord avec moi, et le quatrième besoin qui est un besoin de fusion ou de séparation. C'est un besoin double, hein, sensation de vouloir fusionner ou de vouloir faire tout seul, hein, ou être tout seul. Et donc ça, c'est les besoins qui se révèlent avec l'identité. Donc l'enfant découvre beaucoup de choses, hein, découvre beaucoup de choses. Alors certaines choses très simples
il les découvre très vite, et après au fur et à mesure que son cerveau élabore une perception plus fine, plus complexe du monde dans lequel il est, eh ben, s'ajoutent de nouvelles sensations, des besoins de contrôle par exemple, qui sont plus finement conceptualisés dans son esprit, alors qu'au début, ben, l'enfant il contrôle, mais il n'a pas conscience qu'il contrôle. Il contrôle quand il pleure, ben, sa maman elle vient, c'est cool, hein, c'est comme appuyer sur un bouton. Puis alors il fait ça tout le temps parce que c'est marrant. Vous avez déjà vu un enfant qui appuie sur une sonnette, il appuie plein de fois, il se trouve ça très drôle, hein, parce qu'il découvre. Donc quand il pleure, sa maman vient, elle arrive, il arrête de pleurer, elle part, il repleure. C'est comme une sonnette. Hein. Donc il exerce son contrôle, il exerce sa puissance, il est dans sa puissance, enfin en tout cas dans une certaine expression de sa puissance. Pourquoi j'insiste sur le truc de puissance, c'est que je vous en parlerai un peu plus loin, finalement qui on est. Derrière la personne qu'on croit être, il y a quoi? Il y a qui? L'âme, ce qu'on appelle l'âme dans notre culture, mais ça on peut l'appeler autrement. Et donc, qu'est-ce que c'est ce truc-là? On y reviendra après. Et l'enfant, il commence à faire ses expériences par rapport à ça, par rapport à l'environnement, bien sûr, mais par rapport aussi à ce qu'il ressent, à ce qui se passe en lui, comment il commence à se percevoir. Et donc, de 0 à 6 ans, il va vivre ses blessures, et c'est là où vont se mettre en place les premiers programmes inconscients qui vont être là pour le protéger. Du moins pour le protéger dans le moment. Le problème de ces programmes, des programmes inconscients, subconscients, c'est qu'ils sont là pour nous protéger, sauf que le subconscient est tellement efficace qu'il met des programmes qui vont durer toujours. C'est un peu comme si vous mettez un programme dans votre ordinateur, puis après vous oubliez que le programme est là, vous travaillez, vous faites d'autres choses, vous rajoutez des programmes, etc. Puis un jour votre ordinateur ne fonctionne plus correctement, parce qu'il y a des programmes qui sont devenus obsolètes. Et il faut faire des mises à jour. C'est un petit peu pareil, et finalement c'est ce que propose l'hypnose, ou d'autres méthodes thérapeutiques, mais l'hypnose était assez bien pour faire ça. Donc on va communiquer avec l'inconscient, et c'est l'idée de guérir l'enfant intérieur, pour aller défaire les programmes qui sont devenus caducs. Vous avez... Ça veut dire quoi, caduc? Caducs qui ne sont plus valables. Qui ne sont plus valables. Ouais, qui ne sont plus à jour. Et donc, merci pour la question, vous avez raison. Et donc, c'est comme quand vous étiez petite fille, je dis ça parce que je vois qu'il n'y a que des dames ce soir. Alors je peux conjuguer au féminin, ça va être plus facile. Quand vous étiez petite fille, vous avez sûrement toutes eu un vélo avec les 2 petits trous derrière pour ne pas tomber. Hein? Peut-être pas toi, parce que nous on est trop vieux pour avoir ça. Mais peut-être vous avez eu, ou vous avez vu, si vous ne l'avez pas eu vous avez vu les 2 petits trous pour ne pas tomber. Hein? Et en fait, le subconscient, quand il réagit, quand il installe un programme de protection, c'est un peu comme s'il mettait des petits trous à votre vélo. D'accord? Sauf qu'après vous grandissez, vous devenez adulte, et puis votre vélo il grandit, mais il a toujours les petits trous. Puis un jour vous achetez peut-être une Harley Davidson ou je sais pas quoi, et vous avez toujours les petits trous derrière. Alors bon, ça fait un peu crétin, puis en plus c'est pas facile pour tourner. Ça devient encombrant. Hein. Donc c'est une image pour dire à quel point ces programmes peuvent devenir encombrants et qu'il est nécessaire de les mettre à jour. L'image est jolie, des petits trous, ça nous empêche de tomber, etc. C'est une image jolie, mais souvent les programmes sont beaucoup plus évidemment complexes que ça, et ils vont vraiment nous empêcher d'avancer. Ça ressemble plus à un bâton dans les roues qu'à des petits trous, des fois, en tout cas certains programmes.
Et donc, l'idée, c'est que plus la douleur est forte, plus la blessure est importante, plus le programme va être puissant pour protéger la personne. Alors, ça peut être des programmes de déni. On va dire non, non, moi je vais bien, tout va bien, je n'ai pas de problème. Donc on va complètement refouler le problème. Ou alors ça peut être, c'est plus souvent un programme d'évitement. On va tourner autour du problème, on va éviter le truc. Hein. Par exemple, l'enfant qui a peur parce qu'il s'est fait trop souvent gronder, eh ben, il va décréter qu'il vaut mieux rester discret et rien dire plutôt que de se faire enguirlander, plutôt que de se faire gronder, n'est-ce pas? Et donc ça va créer une gêne à cet endroit-là d'un enfant qui n'ose pas s'exprimer, qui a de la peine à s'exprimer. Et en fait, ça va lui courir après, parce qu'après il va aller à l'école, il n'osera pas répondre à la maîtresse quand elle va l'interroger. Et ça va amplifier son programme. Et le jour où il devra réciter une poésie devant toute la classe, ça va être terrible et ça va encore amplifier son programme. Hein. Donc on a ces blessures. Ça peut être une blessure de trahison, par exemple, puisque l'enfant s'attend à être compris par ses parents, puis en fait il va être brimé. On va l'engueuler, on va lui dire « mais tu dois… » Aux garçons, on va dire « tu dois pas pleurer », aux petites filles, on va dire « tu dois être toute gentille ». Enfin voilà, il y a des grands, des grands stéréotypes, mais ils ne sont pas là pour rien, parce qu'effectivement, en réalité, qu'est-ce qui se passe? C'est que quand l'enfant grandit, même assez vite, hein, quand l'enfant arrive à partir de 4 ans, je pense qu'on commence déjà, même suivant quoi, avant, on commence déjà à lui mettre des interdits. Alors, évidemment, interdit de tirer la nappe pour casser tout ce qu'il y a sur la table, ok, mais en réalité, c'est une difficulté de communication, parce qu'un enfant n'est pas un idiot. Et c'est là où les adultes, malheureusement, ont oublié qu'ils étaient eux-mêmes des enfants. C'est qu'un enfant, on peut expliquer les choses. On peut même, quand on voit qu'il tire la nappe, on peut même s'arranger pour qu'il y ait des assiettes en plastique, pour qu'il fasse l'expérience. Et, pardon, je vois juste un truc. Mais les adultes sont tellement têtus. Alors, les adultes sont très têtus. Alors, ça, c'est vraiment important, c'est que les adultes vont imposer des choses plutôt que d'expliquer des choses. Évidemment, expliquer, ça prend plus de temps que d'imposer. Et dans notre monde où tout le monde est pas stressé, mais occupé, les mamans travaillent, etc., ils n'ont pas le temps de faire ce travail-là. Et donc, on va mettre un cadre sans expliquer à l'enfant pourquoi. Oui, tu voulais dire quelque chose? Mais j'ai une amie, elle avait un enfant à qui elle expliquait tout. Ben, il fallait négocier chaque chose. Alors que je pense qu'il y a quand même des choses qui sont non négociables. Ah, bien sûr. Donc voilà, bien sûr. Voilà, au bout d'un moment, quand on a expliqué et puis que l'enfant ne veut pas comprendre, ben... Alors, ouais, bien sûr, c'est pas... Voilà, il faut faire attention, c'est très subtil, hein, l'explication aux enfants. On n'explique pas aux enfants parce qu'on les prend pour des enfants rois. Hein. On explique aux enfants parce qu'on sait qu'ils ont un cerveau qui fonctionne. Mais un enfant ne peut pas tout comprendre, parce qu'il n'a pas assez d'informations, pas assez d'expérience pour tout comprendre. Donc il y a des moments où on lui dit « ça tu fais pas voilà. ». Point. C'est tout. Voilà. Mais voilà pourquoi tu fais pas. Mais tu dois respecter. Ça, c'est le cadre. Si on tombe, je ne sais pas si c'est le bon terme, mais disons que si on va trop loin à vouloir chouchouter l'enfant et à vouloir qu'il ait aucun trauma, eh ben on va faire un autre trauma, c'est qu'il n'aura pas de cadre. Hein? Et un enfant sans cadre, c'est un enfant sans sécurité. Parce que le cadre sécurise. Ouais.
Usuellement, c'est plutôt le papa qui fait ça avec sa voix forte, etc. Il dit non. Ça fait du cadre très, très strict, mais c'est un cadre solide. Et ça structure l'enfant. Mais ce n'est pas obligatoirement le père qui fait ça. Ça peut aussi être la maman, mais c'est important d'avoir un cadre pour la structure de la construction de l'enfant. Néanmoins, très souvent, on veut imposer quelque chose. Et en imposant quelque chose, les adultes transmettent leur peur. Quand on dit à l'enfant « cours pas trop vite, tu vas tomber », par exemple. C'est surprotection, ça s'appelle. Surprotection. Qui aussi peut créer des angoisses. Bien sûr, bien sûr. Et surtout, vous avez raison, et de plus, l'enfant ne se sent pas considéré. C'est ça le problème. C'est que il a l'impression qu'il n'est rien. Il a l'impression qu'on veut tout faire à sa place. Ça veut dire qu'il n'est pas capable. C'est ça le message derrière. Derrière, ce que l'enfant développe, c'est « je ne suis pas capable ». Je ne suis pas capable d'arriver tout seul. Alors, par contre, si on lui dit « écoute, je sais que tu es un enfant intelligent, je vais t'expliquer, tu vas tout comprendre facilement. Voilà pourquoi il faut faire les choses comme ça. Et après, c'est toi qui fais le choix de le faire à ta manière. Mais il y a une chose importante que tu dois savoir, c'est que quand tu fais un choix, il y a un résultat. Et si c'est toi qui as choisi, c'est toi qui dois prendre la responsabilité de ce résultat. » Évidemment, on ne peut pas dire ça à un enfant de 2 ans. Hein, mais plus vite on commence, mieux c'est. C'est-à-dire donner la responsabilité à l'enfant. Un enfant, il veut aider. Un enfant, à peine il sait marcher, il a envie d'aider à débarrasser la table. Mais les parents ne veulent pas parce qu'ils ont peur qu'il casse les assiettes. Mais si on lui montre, on lui dit, tu la tiens à 2 mains, tu prends une assiette à la fois, et qu'on lui fait confiance, et c'est pas grave s'il casse une assiette. S'il casse une assiette, on lui dit, ben, ramasse, je vais t'aider à ramasser, on ramasse ensemble. On ne va pas le punir et puis ramasser à sa place. C'est-à-dire qu'on va être avec lui pour l'aider à explorer le monde. On peut aussi trouver une vieille assiette et donner une vieille assiette. Bien sûr. Alors il y a tout un tas de stratagèmes, et puis l'idée n'est pas de faire un cours d'éducation ce soir. D'ailleurs, c'est un peu trop facile pour moi parce que je n'ai pas eu d'enfant. Donc c'est très facile d'arriver avec des théories toutes faites sans avoir dû passer par là. Je sais par contre, je connais bien des gens qui ont passé par là et je sais quel défi ça représente. Par contre, c'est vraiment important, je pense, de donner le plus vite possible à l'enfant, de lui donner la notion de la responsabilité, qu'il est responsable de ses actes, de ses choix, de ses réactions, même s'il y a des réactions qui le dépassent, et qu'on lui donne le droit d'être en colère, le droit d'être triste, le droit de pleurer. Souvent, c'est ce qu'on hésite à faire en tant que parent. On aimerait, quand il pleure, qu'il arrête de pleurer, parce que ça nous touche. Pourquoi ça nous touche? Parce que ça nous touche dans notre enfant intérieur. Quand l'enfant pleure, ça réveille notre enfant qui pleure. Et donc, guérir l'enfant intérieur, je reviens à la thématique, c'est vraiment s'occuper de cet enfant qui a souffert, qui souffre peut-être encore, qui souffre en tout cas de temps en temps, et qui va nous empêcher, cette souffrance va nous empêcher d'être adéquats par rapport à ce qu'on vit en tant qu'adulte. Il y a une sorte de réveil de l'enfant intérieur, de mon propre enfant, qui souffre et qui va tirer mes nappes à l'intérieur de moi, hein, et casser de la vaisselle, être pas content, et me transmettre ses colères. Alors c'est là où c'est intéressant de voir ce qu'on peut faire pour aller rejoindre ou retrouver cet enfant intérieur pour le rassurer, le sécuriser
le féliciter, le soutenir, c'est qu'en fait, lui donner ce qu'on n'a pas reçu et ce qu'on aurait pu ou dû ou voulu recevoir. C'est-à-dire de l'approbation, de l'attention, de la compréhension. Alors on en a eu, hein, on ne va pas dire que nos parents étaient des bourreaux, c'est pas l'idée, hein, mais on n'a pas eu tout le temps. Et quand on n'a pas eu, ben on s'est senti rejeté, abandonné, trahi, humilié, ou vécu l'injustice. Les 5 blessures. Donc les 5 blessures sont liées à cette guérison de l'enfant intérieur et elles sont utilisées en hypnose, en tout cas dans mon approche, pour vraiment libérer ces choses-là. Libérer ça. Il y a à un moment donné, quand l'enfant grandit, il y a l'âge des pourquoi. Alors je ne sais pas, ceux les gens qui ont eu des enfants, à quel âge c'est, les pourquoi? C'est vers 4 ans. Vers 4 ans, d'accord. Donc en fait, il y a une intention. L'enfant, il aimerait comprendre le monde. Il a son cerveau qui se développe de plus en plus. Il commence à capter un petit peu les choses. Et puis il demande pourquoi tout, pourquoi la plante, pourquoi la lumière, pourquoi tout, pourquoi tout. Hein? Donc en fait, il est quelque part avide de savoir, mais il a la volonté de bien faire, et il est en train de piger que pour bien faire, il doit comprendre le monde dans lequel il est. Hein? Ce qu'il veut avant tout, puisqu'il est dans ce monde, et en relation avec des adultes, des plus grands que lui, il veut comprendre comment ces gens fonctionnent. C'est pour ça qu'il pose tous ces pourquoi. Je pense que si un enfant vivait de manière autonome, c'est pas possible, mais disons peut-être les enfants des tribus ou dans des endroits où les gens sont plus contemplatifs que actifs, je pense qu'un enfant est moins dans le pourquoi, il est plus dans la perception. Ça reste à prouver, hein. Je n'ai pas fait d'études là-dessus. Mais en tout cas, le pourquoi, il est très très fort à un moment donné, parce que l'enfant veut bien faire. Il veut être correct. Il veut correspondre à l'attente. À l'attente de ses parents, bien sûr, et à l'attente de l'environnement. L'enfant veut correspondre, veut répondre à l'attente du monde. C'est pour ça qu'il s'adapte, en fait. Et il s'adapte parce qu'il veut être aimé. Il veut être approuvé. Il veut être reconnu, accueilli. Il veut exister au milieu des autres. Il veut exister aux yeux des autres. Et ça, c'est le début de nos attentes. Et autant dire, c'est le début de nos emmerdements. Parce qu'on est en attente. Donc voilà, c'est un processus. C'est un processus à travers lequel on vit effectivement des blessures et le subconscient qui est là pour nous protéger va mettre en place les fameuses petits trous ou les bâtons dans les roues ou tout un tas d'autres stratagèmes pour nous éviter de souffrir, nous éviter de ressouffrir, parce qu'on a souffert et on va éviter de ressouffrir. Sauf qu'en faisant ça, on va souffrir 2 fois plus. Mais ça, on ne le comprend pas tout de suite. On va donc élaborer un monde, un univers intérieur et personnel qui va nous servir de cadre, de développement, et puis on va mettre des années ou toute sa vie pour retrouver une certaine tranquillité. Et c'est là où l'approche de la guérison de l'enfant intérieur avec l'hypnose est intéressante. Donc on a parlé déjà de cette éducation qui peut être de temps en temps un peu trop dirigiste. Évidemment, il faut trouver la juste mesure et que quand on décide à la place de l'enfant, le message derrière, c'est « tu n'es pas capable ». Ça, c'est vraiment très très important à comprendre. Après, ça n'empêche pas de donner des règles.
mais genre, quand vous dites à votre enfant mets une écharpe parce que tu as froid, c'est une projection, c'est pas du tout une réalité. C'est tu n'es pas capable de t'occuper de toi, et donc je te dis ce qu'il faut faire. Alors même si ça part d'une bonne intention, mais ça part aussi d'une mauvaise compréhension de la structure mentale qui se développe chez l'enfant. Mais en même temps, il faut faire attention à ne pas dire toujours la bonne chose. Il faut quand même être spontané. Oui, bien sûr. Voilà, c'est pas... Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. On réfléchit à ce qu'on dit. Non, quand même rester aimer être bienveillant. Être bienveillant, être naturel, et surtout, mais c'est bien ce que tu dis là, parce que l'idée, le message que je porte là maintenant en parlant de tout ça, c'est l'idée d'une prise de conscience. C'est pas l'idée qu'il faut être parfait, surtout pas. Si vous avez un parent parfait, vous êtes mal barré aussi. Hein. Non mais franchement, qui se croit parfait ou qui est parfait pour vous. Quand l'enfant fait des bêtises et puis qu'on lui dit une fois, deux fois, trois fois, puis qu'il sort son chapeau et il attrape froid. Moi ça m'est arrivé avec Nicolas, mais toute sa vie, il attrapait des bronchites, des sinusites et tout. J'avais beau lui dire, et il mettait jamais son chapeau, et je m'énervais tout le temps. Bien sûr. Parce que chaque fois qu'il attrapait, il était malade. Donc comment faire? Bon, maintenant il a 20 ans, mais... Maintenant il a 20 ans, puis tu lui dis quoi? Tu lui dis, bah écoute, fais ce que tu veux, si tu te rattrapes froid, tu sais ce qui t'attend. Oui. Voilà. Oui, mais il m'a fallu du temps pour apprendre à intégrer ce lâcher prise. Alors qu'est-ce qui se serait passé si tu lui avais dit ça quand il avait 10 ans? Bah, il aurait attrapé encore plus froid, je pense, parce qu'il sortait. Il aurait dû s'envoler tout seul avant de partir. Non, il voulait pas. Peut-être. Parce que ça dépend aussi de l'enfant. Oui, mais bien sûr. Bien sûr. Mais ça vaut la peine d'essayer. Ça vaut la peine de tester. Nico, il était tout alors, peut-être le fait d'être malade, c'est un appel à l'attention. Il y a beaucoup de choses sur lesquelles on peut réfléchir. Hein, et c'est pour ça qu'on ne va pas résumer ça en quelques instants ici. C'est vraiment c'est complexe, bien sûr. Mais ce que j'avais envie de souligner, parce que c'est un des fondements des blessures de l'enfant, c'est que l'enfant perd l'estime de lui-même, ou n'arrive pas à trouver l'estime de lui-même, parce qu'on ne lui fait pas suffisamment confiance. Et des fois, il vaut mieux qu'il tombe. Il dit, bah, écoute, si tu cours trop vite, tu sais qu'il y a le risque de t'emmêler un petit peu les pieds. Fais-le, et tu verras comme ça t'apprend. Hein? Donc il ne s'agit pas de l'empêcher de courir, il ne s'agit pas de lui reprocher s'il tombe, mais plutôt de le soutenir dans son expérience. C'est ça vraiment le fondement, de la logique fondatrice de toutes ces choses, c'est que on va considérer l'enfant comme un être entier qui certes a plein de trucs à apprendre pour se réadapter dans ce monde, et on est là pour ça, mais qu'on n'est pas là pour faire sa vie à sa place. Et ça c'est vraiment très très important. On arrive au lâcher prise, etc. Et c'est pas si simple, parce que nous-mêmes, on n'a pas été élevés comme ça. Donc on n'a pas eu cette expérience, et on a tendance à reproduire. Pourquoi? Parce que nos enfants viennent réveiller notre enfant intérieur. Et c'est là où la thématique du soir est vraiment importante, de guérir cet enfant intérieur qui est en nous, et qui, une fois guéri, ou en tout cas largement soigné, rééquilibré, va pouvoir nous faire profiter, bénéficier de son côté merveilleux. Parce que l'enfant, il a un côté, comme l'ego, on pourrait dire, on va rester sur l'idée de l'enfant, il a un côté sale gamin, hein, qui tire la nappe et puis qui nous envoie ses émotions, etc., parce qu'il souffre. Hein. Et puis il a un côté lumineux, adorable, créatif, plein d'énergie, de bonté, d'amour. Hein. Et donc, quand on peut aborder
entre guillemets, ce sale gamin pour l'apprivoiser, hein, pour refaire un pacte de confiance avec lui et lui redonner ce qu'il n'a peut-être pas reçu ou pas bien reçu, c'est-à-dire finalement devenir un peu soi-même le parent de son propre enfant intérieur, en prendre soin, le protéger, le soigner, le guérir, de sorte qu'il y a tout son côté lumineux qui peut recommencer à être. Ça, c'est l'idée. Il y a une notion intéressante aussi pour les personnes qui croient à la réincarnation, qui ont cette idée, cette notion de plusieurs vies, c'est que votre enfant vous a choisi. C'est pas l'inverse. Vous avez peut-être choisi d'avoir un enfant, hein, plus ou moins en tout cas, mais vous avez été d'accord de faire la place à quelqu'un, mais c'est quelqu'un qui vous a choisi ou qui a choisi la situation. Et donc, évidemment, en termes de développement mental, vous êtes là pour l'aider à mûrir, mais en termes d'âme, en termes d'énergie, il n'y a pas un qui est plus haut que l'autre. Hein. Et donc l'enfant vous apporte des choses, comme vous lui apportez des choses. Il y a une véritable relation entre l'enfant et le parent, et c'est une relation qui gagne à être basée sur le respect. Et souvent on demande aux enfants de respecter leurs parents, mais l'inverse, c'est moins souvent. Et c'est là où, effectivement, après, il ne s'agit pas d'être parfait, mais d'avoir cette conscience des rôles et des... comment dire ça, et de ces deux aspects de la personne. D'une part, c'est une identité qui est en train de se former dans le monde de l'illusion des identités, pardon. Mais d'autre part, c'est un être spirituel qui a déjà un immense parcours, comme tout le monde, et qui vient pour une raison. Il vient aussi avec une intention. Et donc, comment est-ce qu'on accueille ça? C'est vrai que l'idée de la réincarnation permet d'aborder cette question d'une toute autre manière que si on croit que c'est un être qui a été créé là par le bon Dieu, et puis qui vient de nulle part, et qui sait rien de rien, et qu'il faut tout lui apprendre. En réalité, il y a toute une expérience derrière, en tout cas on peut le concevoir. Je ferai peut-être un café hypnose une fois sur la réincarnation, parce que ça serait intéressant de voir les différents aspects, mais en tout cas, on peut admettre cette idée telle qu'elle, pour comprendre que, de toute manière, peu importe comment on le construit, l'enfant n'est pas né de la dernière pluie, c'est pas un cerveau, d'ailleurs c'est pas que un cerveau, c'est une âme, et cette âme, elle a déjà du vécu, ou elle est en lien avec des vécus. Donc ça c'est important, d'avoir cette forme de respect et d'acceptation. Il y a un respect mutuel, une acceptation mutuelle. Alors, juste une question. Oui. Vous avez dit j'ai, ça c'est moi, ou non? Parce que le Freud, il a... Ah, le jeu, ouais. Le jeu, moi et soi. Alors, le monde extérieur, c'est quoi? C'est soi? Alors, en termes freudiens, j'ai un peu oublié, parce que Freud, c'est pas mon idole, donc j'ai un petit peu oublié ce que j'ai appris là-dessus. Il y a le je, le soi et le surmoi, je crois. Surmoi. Le surmoi, hein, il me semble. Mais Freud... J'ai, c'est moi, ouais. soi et surmoi. Ouais. Je ne saurais plus redire, mais je ne crois pas que Freud considère l'âme. Il ne me semble pas. Non. Freud, il considère uniquement le mental. Hein? Carl Jung. Ouais. Alors Jung a développé des choses à ce sujet.
Mais je n'ai pas assez de compétences pour vraiment répondre à cette question. Désolé. Parce que je n'ai jamais compris qu'est-ce qui fait moi et le monde extérieur, est-ce que c'est soit ou sur moi? Alors, ben, je pense qu'il y a... Oui, vas-y, si tu as une réponse. Je dirais que lui, il a catégorisé les choses. Hein. Et puis nous, actuellement, je ne suis pas sûre qu'on voit les choses aussi séparées. Hein. Je pense que non, mais il a une théorie. Voilà, il a une théorie. C'est clair. Oui, mais il a une théorie très claire, donc il a dû mettre il a mis en évidence et thématisé une chose mais depuis, on a quand même réfléchi là-dessus et tout. Pour moi, c'est pas aussi clair que ça de dire que le soi c'est ça, le moi c'est ça, et le surmoi, et puis le je, etc. C'est peut-être rassurant ça de pouvoir les mettre dans des cases comme ça, mais je ne suis pas, personnellement, je ne suis pas sûre qu'elles ne sont pas communicantes, ces différentes cases. Moi, je pense que c'est communicant. Je pense qu'aujourd'hui, on a une vision beaucoup plus holistique, hein, plus interrelationnelle, mais je ne crois pas que Freud, il a catégorisé, mais je ne crois pas qu'il ait cloisonné, il y avait des interdépendances entre les trois parties. Mais par contre, il n'a pas considéré l'âme. Donc il a considéré uniquement le cerveau humain et les fonctionnements et les dysfonctionnements humains en disant bon, ben, il y a une partie de soi qui voit le monde depuis un point de vue, une autre partie de soi qui voit le monde depuis un autre point de vue, et puis une autre partie qui le voit encore depuis un troisième point de vue, plus ouvert, hein, ça c'est sur moi. Mais ça reste du domaine du cerveau, des connexions électriques dans le cerveau. Aujourd'hui, on n'est plus en train de parler de ça. Parce qu'on a la spiritualité, on a une vision d'ouverture. Quand on meurt, ben, le cerveau il se décompose. Hein. Par contre, on part avec nos mémoires. Et quand on se réincarne avec des mémoires. Avec des mémoires de situation, mais aussi avec des mémoires émotionnelles. Donc, on est beaucoup plus vaste que ça. Aujourd'hui, on est dans la physique quantique. Hein. Ça n'existait pas du temps de Freud. Ça l'aurait sans doute intéressé. Freud a essayé de faire de l'hypnose, et puis il a arrêté très vite, il a eu une très mauvaise expérience. C'est un des gars qui a lancé l'hypnose d'ailleurs. Il a fait de l'hypnose pendant quelques années, et puis il a une fois... On dit que c'était pas un très bon hypnotiseur, mais je sais pas ce qu'il en est. Ce qu'il y a, c'est qu'il a une fois perdu une patiente. Suite à une séance d'hypnose, il y a une patiente qui s'est suicidée, et il a décrété que l'hypnose c'était dangereux. Hein. Et c'est à cause de cette situation que l'hypnose a été mise au placard pendant 50 ans. Hein. Jung l'avait quand même réhabilité. Alors Jung, il est revenu. Oui, mais Jung, c'était Paoli, avec Paoli, qui était aussi dans la physique quantique. Ils ont fait un travail extraordinaire. Bien sûr. Mais Jung a eu ses disciples, mais c'est Freud qui a quand même donné le ton. Il a donné, lui, quand même. C'est Freud qui a donné le ton sur... Oui. C'est Freud qui a donné le ton sur le côté, disons, médical officiel. Hein, psychanalyse... Il a pris la base, et après il a développé sa théorie aussi avec l'âme. Puis après Jung, il y en a eu d'autres. D'autres, après les penseurs plus récents, qui ont, enfin plus récents, à peine plus, parce que Jung c'est pas vieux. Hein. Et donc, après il y a eu Erikson, le fondateur, l'hypnothérapeute Erikson, et puis à la suite de ça, l'école Palo Alto, enfin bon, et toutes les approches plus modernes, en parallèle avec les neurosciences qui se sont développées. Ça c'est quand même assez récent, hein, les neurosciences. Aussi, aujourd'hui, neurosciences, il est confirmé qu'il y a une neuroplasticité. Bien sûr, oui, tout à fait. La neuroplasticité, la plasticité du cerveau, et donc ça c'est confirmé. Ça fait partie de l'hypnose. Oui, bien sûr. Parce qu'on change l'état de conscience.
Alors, mais c'est pas parce que les neurosciences existent que le cerveau est comme ça. Il a toujours été comme ça. Hein? Et donc, avant, on avait des sorciers du village qui étaient avec des clochettes et puis qui racontaient des histoires et qui activaient la plasticité du cerveau, les chamans, etc. Hein? Donc, on comprend juste mieux comment ça se passe. D'une façon, d'un côté scientifique. Oui, exactement. Et on arrive à développer des choses. Alors, j'aimerais juste finir de répondre à votre question tout à l'heure à propos du jeu, du moi et du surmoi. Ça, c'est pour moi quelque chose qui est dépassé, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont venues après Freud. On ne va pas dire que c'est pas bien ce qu'il a fait. C'était génial qu'il fasse ça. Un temps, ça a permis à Jung d'arriver, et au suivant, c'est une évolution. Hein. On ne va pas dire que Michel-Ange était nul, simplement, aujourd'hui, ça ne fait plus comme ça. Et donc, c'est une évolution. Par rapport à ces différentes parties de l'être, ce dont je parle souvent moi, et c'est intéressant parce que ça, à mon sens, ça fait le lien entre l'hypnose, c'est-à-dire le côté un petit peu technique du cerveau, les neurosciences et tout ça, et le côté spirituel, c'est la différence entre l'identité, c'est-à-dire qui je crois être, hein, et mon âme, l'âme. Après, il faudrait mettre un niveau supérieur, mais on ne va pas rentrer là-dedans. Il y a en tout cas, au niveau de l'être, deux parties distinctes qui sont l'identité et l'âme. Hein. Dans l'identité, il y a trois parties, il y a trois couches de l'identité. Il y a le corps, hein. Vous croyez être votre corps. Il y a les émotions, vous croyez être vos émotions. Enfin, je dis vous, nous tous, hein. On croit être ses émotions. Et la troisième partie, c'est la pensée, le mental. Et je crois être mes pensées. Donc je crois être mon corps, je crois être mes émotions, je crois être mes pensées. Mais tout ça, c'est fake. Parce que tout ça, ça change tout le temps. Hein? On vieillit aussi. On vieillit, le corps change, les émotions changent, les pensées changent. C'est pas quelque chose de stable. Par contre, l'âme, oui, c'est stable. Ça ne veut pas dire qu'elle ne fait pas un chemin. Disons, c'est vraiment à un autre niveau, un autre rythme, à une autre vitesse. Et donc, on a ces deux parties. L'identité, qui est dans le monde réel, c'est l'incarnation, hein, dans lequel il y a la pensée, donc le cerveau et tout ça. Et la partie spirituelle, qui est au-dessus de ça, et qui, elle, fait un autre chemin, avec une autre mission, qui reste un peu secrète pour l'identité. L'identité est à la fois l'expression de l'âme, c'est-à-dire l'âme dans cet univers prend forme sous cette... comme reflet. Comme reflet, sous la forme de cette identité. Et puis en même temps, l'identité, elle sert à l'âme pour expérimenter les limitations que l'âme a envie de vivre. Parce qu'une âme n'est pas limitée. Donc si elle veut expérimenter la limitation, elle est obligée de s'incarner. Et donc l'identité, on ne va pas cracher dessus, parce que c'est un peu comment dire ça, je ne trouve pas le terme. Mais enfin, c'est la partie qui est en mission, quelque part, sur Terre, hein, pour que l'âme puisse vivre des choses. Parce qu'en tant qu'âme, elle ne peut pas vivre ces choses-là. C'est l'identité qui fait le travail. L'identité fait un certain travail, en tout cas. L'identité fait le travail de souffrir. Ouais. C'est un peu le sale boulot. Souffrir l'âme, non? C'est un peu le sale boulot. Ouais, tout à fait. Et en même temps, c'est justement pour ça que c'est intéressant d'aller guérir l'enfant intérieur, parce que l'enfant intérieur, c'est le reflet de l'âme. Hein? En tout cas, la partie lumineuse. Donc on va trouver en guérissant le sale... Dans l'identité. Vous allez voir qu'on sort l'identité. Quand on guérit l'enfant intérieur, la partie blessée de l'enfant intérieur fait partie de l'identité. Mais par contre, sa partie lumineuse, c'est l'âme, c'est le je suis. Et quand on dit faire renforcer l'identité,
Que veut dire? Les psychologues souvent les utilisent. Ouais, renforcer l'identité, bon, je ne sais pas en termes de psychologie, mais moi ce que ça m'évoque, c'est que on peut avoir une identité affaiblie, c'est-à-dire avoir de la peine à fonctionner dans le monde, justement parce qu'on a des blessures. Manque de confiance en soi, troubles du comportement, tout un tas de choses, dysfonctionnement, parce que l'identité n'arrive pas à trouver sa place. On est tous névrosés, c'est-à-dire on se fait tous des films, on en parlait l'autre jour, on se fait tous des films pour s'adapter plus ou moins à ce monde de brut dans lequel on est, mais par contre il y a des gens qui sont plus fortement névrosés et puis qui arrivent dans des psychoses. Okay? Donc là, ils perdent la notion de leur identité. Il s'agit de renforcer l'identité pour qu'ils puissent être bien, comme on dit, être bien dans sa peau. Vous pouvez donner un exemple des maladies de psychose? C'est bipolaire? C'est dépression? Dépression, plutôt. Ouais. Dépression. La psychose, c'est quand quand le monde est trop difficile, eh bien, on va s'inventer un monde. Et on va se raconter qu'on est... Ça peut avoir n'importe quoi. Hein. Ça peut être des petites choses. On fait des films et on y croit. On fait des films et on y croit. Par exemple, quelqu'un qui... Il y a une distorsion des pensées. Il y a une distorsion de la réalité. La réalité. Il y a une distorsion de temps aussi souvent qui va avec. Et puis, donc, on va se croire invincible, on va se croire... faible ou à quelqu'un voilà, on peut se croire qu'on n'a pas de chance, ou qu'on est violent, ou qu'on est le meilleur, etc. Puis devenir arrogant. Voilà. Alors, on est tous névrosés, on a tous un petit peu ça. En tant que ça reste dans des limites qui perturbent pas l'environnement, ça va bien, c'est normal. Hein. Par exemple, moi, j'aime bien croire que je suis né sous une bonne étoile. Ça veut dire que j'ai de la chance. Évidemment, je sais que c'est pas vrai, que je me fais un film, mais je m'en fiche, parce que ça m'aide à vivre. Hein. Donc ça, c'est une névrose positive. Hein. Et on en a plein des comme ça. Maintenant, quand je dis, si je me dis que j'ai pas de chance et puis que j'arriverai jamais, c'est aussi un autre type de névrose où je me fais des films en train de vivre l'échec. D'accord ? C'est pas la réalité non plus, c'est une distorsion de la réalité. Hein. Et donc, avec l'hypnose, on va rétablir... On ne va pas vraiment rétablir la réalité. Non, on va passer d'une distorsion négative à une distorsion positive. C'est ça qu'on fait avec l'hypnose. Avec l'hypnose, on ne va pas rentrer dans la réalité parce que la réalité, il faut mourir pour la connaître. La vraie réalité, c'est la réalité de notre âme. Ici, on est dans du virtuel. Notre corps, on le touche comme ça, on a l'impression qu'il est solide parce qu'on le touche, mais en fait c'est juste de l'énergie. De l'énergie, des atomes qui tournent à une certaine vitesse, qui font la matière que je peux toucher. Mais c'est de l'énergie. Donc c'est une manière d'agencer l'énergie ou de concentrer l'énergie pour fabriquer de la matière. Ça, c'est notre âme qui fait. C'est les particules quantiques, en effet. Les particules quantiques. Donc, on y vient peut-être à ce que je voulais venir tout à l'heure. Qui sommes-nous? On est qui? Nous sommes énergie, c'est tout. On est énergie pure. Énergie, conscience, puissance. C'est ce qui a décrit Jung. Il a dit... La personne, on peut distinguer les personnes malades et les personnes en bonne santé par leur énergie. Par leur énergie, ouais. Mais là vous parlez de l'énergie du corps. En tant qu'être, on est énergie. On peut faire un exercice pour ressentir l'énergie. On fait un exercice. Oui. En même temps, un exercice, on va faire un exercice un peu multiple qui va permettre également de connecter avec l'enfant intérieur, parce qu'on est quand même là pour ça, d'avoir cette sensation de se connecter avec l'enfant intérieur. Et j'aimerais vous inviter
peut-être simplement à mettre vos mains comme ceci, comme si vous teniez un ballon devant vous. Mettez vos mains comme ça, voilà, ok. Et vous allez commencer à ressentir, à réfléchir ou à penser laquelle des deux mains est la plus chaude ou la plus fraîche. Et ça vous oblige à focaliser votre attention sur l'une et l'autre des mains pour ressentir ce que vous ressentez dans une main. Il y en a une main qui est un petit peu, ou peut-être beaucoup, plus chaude ou plus fraîche. Et en même temps que votre esprit fait cela, vous pourriez vous demander, vous poser une autre question, laquelle des deux mains est la plus légère ou la plus lourde? Et focalisez simplement sur ce qui est là. Et vous pourriez vous dire, bien sûr, que vous affichez laquelle est la plus lourde ou la plus légère. Et en même temps, il y a une partie de vous qui se dit, tiens, je ne me suis jamais posé cette question. Et maintenant, si ça vous aide de fermer les yeux, fermez-les ou fermez-les plus profondément encore. Laquelle de ces deux mains représente l'adulte et laquelle représente l'enfant? Laissez simplement, naturellement, votre esprit observer cela. Tout est énergie, tout est mouvement, même dans l'immobile. Observez ces sensations dans le corps et accueillez ces sensations telles qu'elles sont. Vous pouvez même dire à votre sensation, je t'accueille pleinement tel que tu es. Je suis prête à t'accueillir. Peut-être pouvez-vous même commencer à parler à la main enfant ou laisser la main adulte lui parler et lui dire quelque chose de gentil, du genre je te vois, je t'écoute, je te comprends. Et peut-être que dans cette main enfant, il y a des réactions, des peurs, des douleurs. Écoutez, comprenez. Vous pouvez même lui dire quelque chose du genre ce que tu as vécu n'a pas été toujours juste, ni normal. Et donc tu le portes encore, après toutes ces années. Et ce n'est pas de ta faute. Peut-être que l'adulte et l'enfant ont évidemment deux façons différentes de voir les choses. Et peut-être que la partie adulte aurait dû comprendre et accepter ta façon d'être. Parce que tu es toi, et l'adulte est lui, et aucun d'entre eux ne doit être empêché d'être lui-même. Certains parents s'en sont rendus compte, et d'autres non. Vous pouvez imaginer l'enfant qui devient énergie et avec les mains qui se rapprochent à leur manière, à leur rythme. Laissez ces deux énergies fusionner. Et la lumière envelopper vos deux mains, les remplir et dissoudre toute ombre,
toute lourdeur, pour qu'il ne reste que lumière et légèreté. La sensation la plus pure de réunion à l'intérieur de vous. Et laissez les deux mains faire ce qu'elles ont à faire pour que cette lumière entre en vous, dans votre corps d'aujourd'hui. Comme si vous étiez en train de faire une place à l'enfant lumineux en vous. Et s'il vous semble qu'il y a quelque chose à faire pour soigner, guérir, rassurer, protéger, sécuriser, faites-le à votre façon. Votre inconscient relie toutes les choses utiles entre les différentes parties de vous pour que tout se réunisse, s'équilibre, s'éclaire et s'allège. Et quand vous sentez que c'est bon pour vous, faites le geste qui vous convient et prenez quelques grandes respirations pour revenir à votre rythme ici et maintenant. Voilà. Vous pouvez, à votre manière, donner de l'amour à cet enfant qui n'a peut-être pas toujours reçu autant qu'il aurait voulu. Lui frotter le dos à cet enfant. Non, mais le bois, là, au bout d'un moment... Ah, mais t'as bien fait de changer de chaise. Ah oui. Ah oui, mais bien sûr. Mais il ne faut pas laisser souffrir l'enfant. Voilà, c'est ça. Ouais, c'est bien, c'est super. Ok. Voilà, à travers cette courte expérience, vous pouvez avoir une idée de ce qu'on peut contacter, même si c'était rapide, de ce que vous êtes capable de contacter en peu de temps par rapport à ce qui vous habite. Alors c'est vrai que quand on fait un véritable nettoyage, on va dire, en profondeur, on va évidemment faire une petite enquête, une recherche, on va faire une anamnèse pour trouver des pistes, voir où sont les blessures les plus importantes. On va suivre ces pistes pour guider la personne de manière efficace là où ça a été, là où il y a la racine, quelque part, de la blessure. On pense que la blessure la plus marquante que nous avons tous, c'est le rejet. C'est la blessure de base, on peut dire. Mais ce n'est pas forcément celle qui ressort le plus souvent. On peut avoir cette impression, non, moi je ne me sens pas rejeté. Et c'est tellement enfoui, tellement profond qu'on n'en a pas conscience. Et c'est seulement quand on guérit les blessures de surface que tout d'un coup on dit « Ah waouh, oh non, j'aurais jamais pensé ». Et puis tout d'un coup il y a des émotions qui viennent et puis ça se dégage. Hein. Ce qu'il faut comprendre, peut-être, pour aborder cette question dans son ensemble, c'est que, évidemment, c'est les émotions qui vont figer, cristalliser la blessure
dans la structure mentale, et c'est ça qui lui permet de tenir dans le temps. Parce que la blessure, elle n'existe plus. Le temps est révolu depuis longtemps. Ah, ça fait combien d'années que j'ai plus de 3 ans, hein? Et pourtant, la blessure est toujours là. Enfin, c'est pas la blessure qui est... Enfin, oui, c'est la trace, on pourrait dire. C'est l'émotion liée à cette blessure qui est toujours là. Et donc, on travaille beaucoup sur l'émotion. Il s'agit de ressentir l'émotion et de la faire partir. Et je vais vous donner un truc que vous pouvez tester pour vous-même. Et vous pouvez le tester plusieurs fois, parce que plus vous allez le tester, mieux ça va marcher. Hein, parce qu'au début, c'est un peu bizarre. Et puis c'est pas forcément miraculeux la première fois. Mais plus vous le testez, mieux ça marche. Quand vous avez une émotion, sortez-la du corps. Simplement. Quand vous avez une émotion, fermez les yeux, respirez, fermez les yeux, et regardez où elle est dans votre corps, cette émotion. Alors, le plus souvent, elle est quelque part dans le tronc, hein, mais ça peut être dans la tête, ça peut être dans un bras, ça peut être dans le dos, ça peut être dans une jambe. Donc il n'y a pas de règle. Hein. Assez souvent, les émotions, elles sont par là, mais ça peut être à la gorge, ça peut être au niveau du premier chakra, ça peut être, c'est égal. Lombaire aussi. Lombaire, bien sûr. Donc, mais cherchez l'émotion, pas la douleur physique. L'émotion, c'est une représentation mentale. Ce n'est pas une douleur physique. Non. Quand vous avez une émotion, si vous êtes triste, hein, alors évidemment ça peut vous faire mal au dos parce que vous êtes triste pendant longtemps, puis ça crispe, vous avez les muscles qui se crispent, vous avez les os qui se figent, etc. C'est le résultat. Hein. Mais l'émotion de la tristesse, les plus cartésiens vont dire j'ai la tristesse dans les yeux parce qu'ils pleurent par là. C'est comme ça qu'ils se l'imaginent, parce qu'ils ont besoin d'une certaine logique. Mais la plupart des gens vont dire la tristesse, mais elle est dans le cœur, ou elle est au niveau de la gorge, j'arrive plus à respirer, ou elle est dans les poumons, ou elle est dans le ventre, j'ai mal au ventre, j'ai la boule au ventre. Hein, il y a toutes ces expressions qui imagent l'émotion. Donc l'idée c'est vraiment regarder le plus sincèrement possible où est cette émotion dans le corps et vous la sortez. Comment? Vous imaginez que vous la sortez, c'est facile. Pas commencer à pleurer, ou crier, ou taper. Non, ça c'est l'expression de l'émotion. Si vous commencez à crier ou à pleurer, c'est que c'est l'émotion qui vous dirige. Et c'est pas vous qui la dirigez. Vous vous asseyez. Enfin, on peut faire ça doux, c'est calme, mais je veux dire, vous mettez calme, vous respirez. Ça, c'est juste pour identifier où elle est, localiser l'émotion. Et quand vous la localisez, vous imaginez que vous la sortez, vous la mettez à 1 mètre de vous. Ne cherchez pas à la faire disparaître. Vous la mettez juste à 1 mètre de vous. Et vous regardez comment vous vous sentez. Quand l'émotion, elle est dehors. Comment vous vous sentez? Pourquoi pas loin? Pourquoi loin? De toute façon, elle n'existe pas. Ouais, alors le problème, si tu la mets loin, on peut faire ça, c'est une autre approche. Hein, mais le problème, si je veux absolument me défaire, c'est que je la crains. Oui, donc si je la crains, je lui donne de la force. Donc c'est la peur qui se transforme en peur. Donc l'idée, c'est de dire, ok, j'ai une émotion, tiens, c'est intéressant, j'ai une émotion, elle est là, qu'est-ce qui se passe si je la sors? Et je ressens comment c'est à l'intérieur quand je la sors. C'est tout. Ça recadre le système. Plus je travaille, excusez-moi, plus je travaille, avant je travaille avec des trucs très élaborés, plus je travaille, plus je vois que les trucs simples marchent le mieux. Ouais. Vous dites? Juste, on a parlé des névrotisme. Oui, oui. Et puis il y a la névrose, il y a psychose. Oui, et quelle est quand même différence? Voilà. La psychose, c'est grave, c'est-à-dire que la personne, elle sort vraiment de... Alors, il ne faut pas que je me trompe, hein, parce que je ne suis pas psychiatre non plus. Mais si je ne me trompe pas, donc la névrose, c'est une altération de la réalité qui nous permet de vivre bien, de fonctionner avec nos émotions, etc. La psychose, c'est le fait de prendre la réalité, prendre ses rêves pour la réalité, d'accord? Et après, il y a un troisième cas de figure, et ça c'est les borderline, les bipolaires, etc.
ce sont les schizophrènes, voilà, merci. Les schizophrènes, eux, ils prennent la réalité pour le rêve. Le rêve, c'est-à-dire ils intègrent leur délire devient réalité, d'accord? C'est-à-dire ils s'échappent pas dans le rêve, c'est le rêve qui vient à eux, ils se retrouvent dans le rêve. Et ils pensent que le rêve, mais aussi, c'est ce qui permet, c'est ce qui arrive à des troubles graves, qui fait les tueurs en série, ou les, voilà, parce qu'ils sont dans leur, ils vivent leur rêve. Mais moi, je lu que même bipolaire, il n'y a pas de situation vraiment très grave. Les gens ils peuvent aussi avoir des émotions fortes et troubles d'humeur et la dépression qui change. Ça veut dire que ce n'est pas toujours que c'est vraiment quelque chose... Alors, bien sûr, il y a des degrés. Il y a des degrés. Aujourd'hui... aujourd'hui, disons, la médecine actuelle n'a pas beaucoup de solutions que les médicaments pour ces gens-là. Et donc, nous, avec l'hypnose, on offre une autre solution. Oui. Justement, comment est-ce qu'une personne qui a une psychose réagit avec l'hypnose? Tu parles de psychose ou tu parles de schizophrénie? Je parle de psychose, parce que la schizophrénie, c'est une psychose. Ok. C'est pas un borderline. Ah, d'accord, ok. Bah écoute, mais parce qu'elle délire déjà, alors quelque part dans l'hypnose, on suggère quand même quelque part quelque chose qui est presque du délire. C'est pas le délire du psychotique, hein, c'est pas ça. Ouais. Mais on suggère, on l'entraîne quand même vers quelque chose, alors... on va l'entraîner, a priori je dirais, il faudrait étudier ça un peu plus profondément, mais a priori je dirais qu'on va l'entraîner à orienter ses délires. C'est-à-dire qu'elle ait des délires positifs, maîtriser les délires, les régler, encore une fois, on va réorienter un délire vers un autre. Mais ce que je vais vraiment ajouter ici, c'est que moi j'utilise l'hypnose, mais pas que. Je n'utilise pas que l'hypnose. J'utilise l'hypnose aussi comme pont, comme lien avec la spiritualité, parce qu'à un moment donné, ce genre de cas, on ne peut pas les régler à l'intérieur du mental. On doit sortir du mental pour faire appel à une autre forme. S'il faut guérir l'âme, donc il faut se reconnecter au niveau de l'âme, et on peut travailler aussi en énergétique. Moi j'utilise aussi mes mains, et puis on va travailler de manière plus ou moins douce. Quand les cas sont difficiles, on y va très en douceur, mais on va laisser émerger des souvenirs de vie antérieure. Donc soit on peut le faire selon les cas, selon les intensités, soit on peut le faire à travers des régressions hypnotiques où on va rechercher dans des vies antérieures des éléments qui ont généré ce trouble de l'âme, soit on va beaucoup plus en douceur avec presque une approche médiumnique où on va juste faire émerger des images et nettoyer des images sans qu'il y ait trop d'implication de la personne. Après, plus je ne saurais pas dire. Déjà pas mal. Encore une question. Oui, attendez. Pour en revenir à l'enfant intérieur, moi j'ai un enfant intérieur qui est parti en souffrance, puis de l'autre côté, j'apprécie beaucoup ce côté parce que je fais du clown, je fais du dessin, je fais de la peinture, enfin, j'exprime beaucoup. Alors, quelque part, j'ai quand même peur que si je travaille sur mon enfant intérieur, voilà. Ça va couper la créativité. Parce que peut-être que j'ai cette créativité parce qu'il y a cet aspect noir de l'enfant. Tu peux rester comme ça si ça te va. Ouais. Hein? Non, mais ça ne va pas. Mais mais écoute, tu ne vas pas perdre ta créativité en libérant l'enfant intérieur. Parce que nous sommes créativité.
Nous sommes créativité, au niveau de l'âme. Hein. C'était le mot que je cherchais tout à l'heure que je ne trouvais pas. C'est donc, nous sommes énergie, conscience, puissance et créativité. Et nous sommes contrôle. En plus. Parfois un peu beaucoup. Et non, alors là je parle du contrôle de l'âme, c'est-à-dire la confiance dans le contrôle. Ça c'est le contrôle, c'est lié au cosmique. C'est-à-dire quand nous sommes tout, nous sommes contrôle. C'est-à-dire nous appelons le contrôle du cosmos pour réaliser ce qui doit être réalisé. C'est un peu plus long. Mais tout ça pour dire qu'en tout cas, créativité, ça fait partie de nos fondamentaux dans notre être, et ça, tu ne peux pas le perdre. Au contraire, si tu es déjà créatif maintenant, et que tu libères ta sale gamine, là, qui a besoin de soins, qui a besoin qu'on s'occupe d'elle. C'est une pauvre gamine. Oui, exactement. Mais qui te fait des mauvais coups. C'est dans ce sens-là que je dis. Hein. C'est dans ce sens-là que je dis. Bien entendu que cet enfant qui nous fait des mauvais coups, c'est pas un garnement, mais il a des attitudes de garnement. Et donc, en prenant soin de lui, en le libérant, en le soignant, en lui redonnant son rôle, sa place, eh bien, il va rejoindre, enfin, c'est tout ton enfant intérieur qui va être lumineux. Il y a des enfants comme ça, on voit des fois des enfants, c'est souvent dans les films, mais on voit des enfants bouclés qui sont adorables, qui sont gentils, ils sont tout bien comme il faut, des enfants parfaits. Hein? Mais notre enfant, il est parfait. Il est parfait. Sauf qu'il a souffert, et du coup, ben, il a ses émotions, et il nous mène des fois la vie dure. Et la jalousie, c'est où il y a la blessure. La jalousie, c'est une des formes de la peur. C'est une des formes de la peur. C'est une forme de peur, c'est tout. Il faut voir de quelle jalousie on parle. Si on parle de la jalousie du couple, on est dans une forme de peur de perdre l'autre. Hein? Mais pas le perdre n'importe comment. On ne va pas se perdre l'autre, en fait. On va se le faire piquer. Hein? C'est-à-dire qu'il y a une peur des rivaux ou des rivales. Hein? On n'a pas peur de le perdre. On a peur de toutes les rivales ou de tous les rivaux qui vont potentiellement vouloir nous piquer notre conjoint. D'accord? Ça, c'est la jalousie. Donc, il y a une angoisse. Il y a une angoisse qui peut être très très forte. Hein. Moi, j'ai des gens qui viennent me voir pour ça en hypnose. Et c'est vraiment, c'est terrible ce que ces gens-là vivent. Mais qu'est-ce qu'il y a besoin? Ouais, c'est ça. Manque de confiance en soi, manque de confiance dans la vie, manque de sécurité, hyper-contrôle, hein, qui vient créer ce phénomène. Mais on est dans une peur assez brute, assez simple en réalité. Et donc... Et manque de confiance en soi, elle est liée à quoi? À l'enfant intérieur. À blessure? Bien sûr, bien sûr. Alors, abandon ou rejet, c'est quoi le manque de confiance en soi, il est présent un peu dans toutes les blessures, mais le plus important, c'est l'abandon. Ouais. L'abandon. Ouais. Dans l'abandon, il y a une perte de l'amour, hein. Il y a une perte de reconnaissance, d'approbation. Donc il y a une espèce d'obsession de vouloir être aimé. Et c'est jamais assez. Même si on vous aime, on vous fait des cadeaux, ben, c'est jamais assez. Hein. Il y a une obsession. Il y a l'idée, je ne peux pas être aimé. Je suis indigne d'être aimé. Donc il y a cette idée-là, ça fait partie de la blessure de l'abandon. Je suis indigne, et donc ça donne cette sensation d'avoir aucune estime de soi, aucune confiance en soi. Estime de soi et confiance en soi, c'est deux choses différentes. Hein. Il peut y avoir des gens qui ont très confiance, mais qui n'ont pas d'estime d'eux. Donc, de ne pas mériter l'amour. De ne pas mériter l'amour, ouais, de ne pas se sentir digne d'être aimé. Ouais, c'est ça. Ouais. De se saboter. Ouais, c'est ça. Mais c'est aussi lié à l'environnement de l'enfance. Bien sûr, bien sûr. Alors, ça peut être un environnement évident, c'est-à-dire un enfant qui a été maltraité, battu, ou qui a été abandonné physiquement, ou qui a été
ignoré ou bafoué, humilié, etc. Mais ça peut être beaucoup plus subtil. C'est l'enfant l'a ressenti comme ça. Ouais. Par exemple, dans une famille nombreuse, ben, il y en a un qui a pris le rôle de celui qui ne fait pas de bruit. Et puis, ben, voilà. Et puis, il est transparent. Il est transparent, et donc il a pris le rôle de celui qui n'est pas là. Et du coup, il se sent abandonné. Alors même que personne ne l'a abandonné dans les faits. Mais il l'a perçu comme ça. Donc là, c'est intéressant de voir quand même que l'âme, quand elle s'incarne, elle vient vivre une expérience. Et si elle vient vivre l'expérience de l'abandon, vous pouvez faire ce que vous voulez, elle vivra son expérience d'abandon. Alors on peut rien faire là. Si, on peut. Ben, on la vit l'expérience d'abandon et on s'en guérit. Voilà, c'est ça le truc. L'âme vient vivre l'expérience d'abandon, pas pour en chier toute sa vie. Ouais, elle vient vivre l'expérience pour la transcender. Voilà. Et donc ce qu'on fait, ouais, exactement, pour monter en conscience. Et donc c'est ça tout l'intérêt et la raison des thérapies, quelles qu'elles soient, ou chamanisme, ou prière, ou peu importe, hein, c'est transcender en fait la blessure. Donc je voulais juste signaler effectivement qu'en hypnose, bon, on va travailler, je l'ai dit, on va travailler de différentes manières. On peut aussi avoir une approche très intéressante en prenant conscience qu'en fait, aujourd'hui, je suis le futur de mon enfant intérieur. Et ça, c'est très très intéressant à considérer. Je suis le futur de mon enfant intérieur. C'est-à-dire que j'ai besoin de lui pour être qui je suis. Okay? Et comme en hypnose, on peut jouer sur les distorsions de temps, on peut aller rejoindre son enfant intérieur pour le soigner, lui panser les plaies, lui donner à manger, enfin de toutes sortes de manières. Hein. Mais on peut aussi aller vers le futur intérieur, comme remonter dans le passé, pour lui donner un message qui vient du futur. Pour transformer le présent. Pour transformer le présent. Je suis ça, c'est la physique quantique. La future... non, je suis vous êtes le futur de mon enfant. Bien sûr, ouais. Vous êtes le futur de la petite fille que vous étiez. Et donc, quand vous allez en hypnose et que vous faites ça, vous allez vers la petite fille, vous allez lui dire un secret à l'oreille qui va lui permettre de faire au mieux ce qu'elle a à vivre pour vous aider à vivre au mieux ce que vous vivez aujourd'hui. Hein? Donc on peut aussi jouer sur des distorsions de temps, ça c'est aussi une technique hypnotique. Et puis, ben, il y a une chose qui est toujours intéressante, c'est de vous connecter régulièrement, de temps en temps, à votre enfant intérieur. Pensez-y, donnez-lui de l'amour, donnez-lui de la place. Oui? Mais on peut aussi se connecter avec notre futur. On sera dans 10 ans ou 20 ans pour demander à notre futur de nous conseiller. Ça rejoint toujours la physique quantique. C'est les lois de la physique quantique. C'est très juste l'idée de distorsion de temps. Là, on parle d'enfant intérieur, donc je l'ai dit dans ce sens-là, mais on peut aller chercher, ça c'est une autre technique hypnotique qui n'a rien à voir avec le thème du soir, mais d'aller contacter la partie âgée de soi, la vieille dame, le vieux monsieur, le vieux sage, ou la vieille personne sage comme ça, avec, je ne sais pas comment on l'imagine, avec des cheveux blancs, j'en sais rien, quoi, chacun à sa manière, et aller lui demander conseil. Et ça, c'est des techniques hypnotiques qui fonctionnent très très bien, puisqu'en fait, il n'y a pas de temps. Le temps, c'est une illusion, comme le corps. Hein. Tout est dans le même temps. Tout est partout, en tout. Bon, ça commence à être un peu compliqué. On ne va pas partir là-dedans ce soir, là, maintenant, à 9h20. Mais disons que l'intérêt de l'hypnose, c'est de pouvoir se connecter à un espace de possible à l'intérieur de soi, infini, qui va permettre de modifier nos connexions neuronales. Parce que c'est quand même avec ça qu'on vit au quotidien. Et l'hypnose s'occupe de ça. Après, on peut faire de l'hypnose spirituelle, c'est-à-dire lier
les aspects de l'hypnose et du cerveau et de notre mental à notre âme, c'est-à-dire accéder à une autre conscience, mais c'est une particularité de l'hypnose, on va dire. Fondamentalement, l'hypnose s'occupe du quotidien, d'aujourd'hui, et active les différents, les croyances, les visions, les perceptions, les programmes qui ont été mis en œuvre tout au long de notre vie par notre subconscient, de sorte qu'on fonctionne mieux dans le présent. Voilà, je vais terminer peut-être là-dessus. Oui. On peut faire un travail sur notre enfant intérieur à n'importe quel âge. Bien sûr, voilà. Bien sûr. Ce qui veut absolument, dire... absolument. Ouais. Absolument. Donc tu es bienvenu la semaine prochaine. Ok. Il y a une chose qui peut aussi être assez jolie, sans entrer dans l'hypnose, c'est des petites astuces pour vous. Vous pouvez écrire une lettre à votre enfant intérieur. Vous n'êtes pas obligé de lui envoyer, mais vous pouvez lui envoyer. Par la poste. Pourquoi pas, par la poste. Et vous pouvez aussi écrire à vos parents. Si votre enfant est blessé par rapport à vos parents, demandez à l'enfant qu'est-ce qu'il a envie de dire à vos parents, même s'ils ne sont plus là. Écrivez une lettre en tant que petite fille, petit garçon, à vos parents. Et voilà, après il y a plein d'autres manières de connecter l'enfant intérieur par la méditation, par la prière, par des simples pensées quand vous vous endormez. Endormez-vous avec votre petit enfant, avec vous, endormez-vous avec vous, simplement. Prenez soin de vous et soyons heureux, n'est-ce pas? Merci.